Il est temps d'ajouter quelques pays à la liste de ceux où je ne suis pas le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons parler de The Line, une ville de 170 km de long et de 500 mètres de haut en plein désert, proposée par le gouvernement saoudien dans le cadre de son projet NEOM, qui comprendrait également une ville portuaire et une station de montagne futuriste, en plus d'une série de projets plus modestes dans la même région. La proposition NEOM n'est que la dernière d'une longue série de projets très ambitieux et coûteux entrepris dans cette région riche en pétrole, dont certains sont devenus des icônes mondiales de la démesure, dont d'autres sont éternellement bloqués au milieu de leur développement et dont la plupart n'ont jamais quitté la planche à dessin. Une longue liste de personnes bien plus qualifiées et bien plus humoristiques que moi ont déjà commenté les problèmes de ces projets et des villes qui se sont formées autour d'eux, d'un point de vue urbanistique et architectural, mais les pays ont poursuivi leur ambition malgré tout. Que se passe-t-il donc ? Pourquoi ces pays ont-ils besoin de construire des projets aussi coûteux et inefficaces ? Vous l'aurez peut-être deviné, c'est une question d'économie. L'explication classique est que ces projets attireront des touristes qui subventionneront les économies de ces pays lorsque leur pétrole s'épuisera ou ne sera plus autant demandé qu'aujourd'hui. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite se sont tous ralliés à cette idée en dépensant des milliards dans des projets impressionnants et en subventionnant des compagnies aériennes internationales pour attirer les touristes dans leur ville, même s'il ne s'agit que d'une courte escale. Mais cela fonctionnera-t-il ? La vérité dérangeante est que cela ne marchera probablement pas. Au contraire, toutes ces dépenses somptuaires ne feront qu'épuiser encore plus rapidement la richesse pétrolière du pays, le rapprochant du jour où il ne disposera plus des revenus nécessaires pour soutenir le mode de vie auquel ses citoyens se sont habitués. Cela soulève évidemment des questions sur les motivations alternatives, qui consistent, pour des dirigeants non élus, à construire des châteaux dans le sable pour satisfaire leur propre ego, même si cela se fait au détriment de la prospérité à long terme de leur nation. Il faut espérer que cela ne se produise pas, mais ces projets restent une fantastique étude de cas économique à explorer, car pour évaluer correctement s'il s'agit d'une bonne idée ou non, nous devons tout comprendre, de la malédiction de la richesse pétrolière à la fiscalité, en passant par la dynamique de change jusqu'à l'efficacité des dépenses des projets nationaux. Comprendre ces décisions économiques ne permettra pas seulement d'expliquer les économies des pays du Golfe et leurs projets impressionnants, mais aussi de comprendre les économies de nombreux autres pays qui font la une des journaux pour des problèmes similaires. Alors, à quel point ces pays vont-ils souffrir ? Quelle sera la situation de ces pays lorsque leur pétrole sera épuisé ou ne sera plus demandé ? Ces plans de développement économique ont-ils une chance de remplacer les revenus perdus ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la véritable raison de ces projets ? Enfin, quelles seraient les meilleures alternatives ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer les économies des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Qatar sur le classement de l'économie expliquée. En 1959, les Pays-Bas ont découvert 2,7 billions de mètres cubes de gaz naturel extractible dans un gisement occupant la majeure partie du nord de ce petit pays. Cette découverte a immédiatement rapporté beaucoup d'argent au pays, car les entreprises de combustibles fossiles ont commencé à extraire d'énormes bénéfices de ces gisements. L'industrie du gaz naturel a connu un véritable essor, et la valeur du florin néerlandais a considérablement augmenté sur les marchés de change internationaux. En effet, d'autres pays ont échangé leur argent contre des florins qu'ils ont ensuite utilisés pour acheter ce gaz naturel. Cela a posé un problème aux autres industries néerlandaises, car les marchandises qu'elles voulaient exporter étaient désormais plus chères pour les pays auxquels elles étaient habituellement vendues, puisqu'elles devaient être payées avec une monnaie néerlandaise devenue plus précieuse. Les industries nationales ont également eu du mal à vendre leurs produits localement, car les Néerlandais pouvaient utiliser cette même monnaie devenue plus précieuse pour importer des produits en provenance de pays dans lesquels ils avaient désormais plus de pouvoir d'achat. L'industrie gazière est donc devenue la seule industrie viable dans le pays, qui était intrinsèquement instable pour de nombreuses raisons, notamment le fait qu'il ne faut pas beaucoup de personnel pour extraire le gaz naturel, de sorte que le chômage de masse est devenu un problème très réel. C'est ce que les économistes appellent le syndrome hollandais, et je suis sûr que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler. En effet, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne, en examinant des études de cas de pays riches en ressources qui ont dilapidé leurs richesses. La valeur de la monnaie augmente, la compétitivité de l'industrie diminue, et le pays devient dépendant de l'exportation de matières premières, une industrie historiquement sujette à la corruption et à la mauvaise gestion. La plupart des économistes, y compris nous-mêmes dans le passé, en sont restés là. Mais il y a un peu plus de choses encore à comprendre que ce syndrome hollandais, choses qui peuvent directement nous aider à expliquer les raisons de ces projets fantaisistes dans le désert. L'explication de l'appréciation des monnaies est très claire, et à court et moyen terme aussi précise que ce que la plupart des gens en attendent. Mais si vous y réfléchissez trop longtemps, vous risquez de commencer à avoir des problèmes.
La valeur d'une monnaie est un peu comme la valeur d'une action. Elle n'a aucun sens si l'on ne tient pas compte du contexte dans lequel elle s'inscrit. Au moment de la réalisation de cette vidéo, les actions Microsoft se négocient à environ 240 $ et les actions Google à 100 $. Mais cela ne signifie pas que Microsoft a 2,4 fois plus de valeur ou de rentabilité que Google. Un dollar américain permet d'acheter 144 yens japonais, mais ce n'est pas parce que la monnaie japonaise vaut moins que le pays a des exportations plus compétitives. De même, jusqu'à récemment, la livre sterling valait plus que le dollar américain. Mais les travailleurs anglais n'étaient pas intrinsèquement plus chers à employer. Ces éléments finiront par s'équilibrer. Les citoyens néerlandais ont profité de la valeur de leur florin garanti par le pétrole pendant une courte période. Mais le ralentissement de l'industrie a entraîné une hausse du chômage et une baisse des salaires jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau en phase avec la compétitivité internationale. La cause réelle de la maladie hollandaise est un peu plus intéressante. Il va falloir approfondir des théories économiques de haut niveau, mais si vous me suivez et que vous allez au bout de cette vidéo, vous en sortirez probablement avec une meilleure compréhension de l'industrie et du commerce mondial que la plupart des personnes qui prennent les décisions pour de grandes entreprises, voire même des pays entiers. La maladie hollandaise n'est qu'un titre accrocheur que la publication The Economist a donné au théorème de Rybczynski concernant les effets de dotation des facteurs de production sur la production de biens. Vous comprendrez pourquoi ils avaient besoin d'un titre accrocheur. Ce théorème examine les facteurs de production, la terre, le travail et le capital, et évalue comment un changement dans ces derniers entraînera un changement dans la production d'une économie. Chaque économie est limitée par ce que l'on appelle la frontière des possibilités de production. Il s'agit d'une limite au-delà de laquelle une économie ne peut tout simplement plus produire, car elle a pleinement utilisé toutes les ressources dont elle dispose de la manière la plus efficace possible. Les bons économistes doivent donc prendre des décisions sur ce qu'il faut produire et ce qu'il ne faut pas produire, car la fabrication d'un produit comme une voiture va utiliser de la terre, de la main-d'œuvre et du capital qui ne pourront pas être utilisés pour fabriquer un autre produit, comme par exemple des ordinateurs. C'est le fondement du coût d'opportunité. Tout ce qu'une économie fabrique se fait au détriment d'autre chose. La terre et le travail sont assez explicites, et le capital est simplement tout ce qui peut être utilisé pour produire quelque chose de valeur. Une usine remplie d'équipements industriels est du capital. L'ordinateur sur lequel j'écris cette vidéo en ce moment même est du capital. Un portefeuille d'actifs financiers est du capital parce qu'il produira de la valeur en versant des dividendes. Et même l'argent liquide est du capital parce qu'il peut être utilisé pour acheter des produits qui fabriquent des choses. L'astuce ici, c'est qu'une économie ne va normalement pas se heurter à des limites de production basées sur tous les facteurs énoncés ci-dessus en même temps. Pour une activité comme l'agriculture vivrière, l'économie manquera de terres viables avant de manquer de capital et de main-d'œuvre. Pour une activité comme les services financiers, l'économie manquera de main-d'œuvre qualifiée et de capital bien avant de manquer de terre. Toutes les plus grandes banques du monde réunies pourraient faire tenir leurs installations plusieurs fois sur la surface utilisée par l'exploitation bovine australienne. La production de certains biens est limitée par le manque de capital, d'autres par le manque de main-d'œuvre et d'autres encore par le manque de terre. Prenons l'exemple d'une économie qui choisit de produire des biens de consommation ou du pétrole. Si elle oriente ses ressources vers la production de davantage de biens de consommation, il lui restera moins de ressources pour produire du pétrole et vice-versa. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Les biens de consommation sont liés au travail et au capital. Vous avez besoin de main-d'œuvre et d'usines pour fabriquer ces articles efficacement. La production de pétrole est quant à elle principalement liée à la terre. Si vous n'avez pas de pétrole dans votre sol, vous pouvez déployer toutes les infrastructures et la main-d'œuvre que vous voulez, vous ne produirez toujours pas de pétrole. Normalement, ces trois facteurs de production devraient être considérés comme créant une seule frontière de possibilités de production. Nous allons donc supposer que le travail et le capital sont parfaitement interchangeables pour ces deux produits, et tracer la limite concernant les terres de manière séparée. Si nous suivons la ligne intérieure créée par ces limites spécifiques, nous obtenons à nouveau la frontière des possibilités de production. Tout ce qui se trouve en dessous de cette ligne correspond à une combinaison de biens de consommation et de pétrole que l'économie peut produire. Et tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne correspond à une combinaison qui dépasse la capacité de cette économie parce qu'elle ne dispose pas de suffisamment de capital et de main-d'œuvre ou de suffisamment de terre. L'économie trouve un juste milieu optimal à l'intersection de ces deux limites. Elle fabrique quelques voitures, et pompe un peu de pétrole à partir de quelques gisements, tout en utilisant pleinement la terre, la main-d'œuvre
et le capital. Mais supposons que cette économie découvre soudainement une autre énorme réserve de combustible fossile. Cela se traduirait sur ce graphique par un déplacement de la contrainte foncière vers l'extérieur. Car si le pays n'a pas ajouté d'hectares à sa masse continentale, les terres qu'il possède sont devenues plus productives parce qu'elles regorgent de pétrole. Nous pouvons maintenant tracer une nouvelle frontière des possibilités de production et vous remarquerez que le point d'intersection s'est déplacé. Si l'on compare de nouveau les produits de consommation au pétrole dans cette économie, il est évident que la production de cette énergie fossile a augmenté, tout simplement parce qu'il y en a plus à extraire. Mais malgré l'enrichissement global de l'économie, la production de biens de consommation a chuté. Mais pourquoi cela s'est-il produit ? Cela peut choquer certains économistes, mais ce n'est pas parce qu'une théorie ou une chose fonctionne sur un marché ou sur un graphique PPF qu'elle fonctionne dans le monde réel, et il est toujours très important de comprendre et d'expliquer ces mécanismes d'action. Dans cet exemple, l'industrie pétrolière attire le capital et le travail qui auraient été consacrés à la production de biens de consommation. En effet, un investisseur gagnera beaucoup plus d'argent avec une plateforme pétrolière de 100 millions de dollars qu'avec une usine de jouets de 100 millions de dollars. Cela représente le capital. Les travailleurs, quant à eux, gagneront beaucoup plus d'argent en travaillant sur une plateforme qu'en travaillant sur une chaîne de production. Ils représentent le travail. Le théorème de Rybczynski montre que la richesse en ressources naturelles a un impact sur l'offre d'autres biens et services à long terme, ainsi que sur la demande du marché pour ces derniers, à court et moyen terme, en raison des fluctuations monétaires. Vous avez maintenant une bonne compréhension de ce qui se passe lorsqu'une économie change d'orientation industrielle. La dépendance excessive à l'égard d'une seule industrie, même si elle n'est pas intrinsèquement insoutenable, entraîne une grande instabilité économique. Les économies mono-industrielles deviennent dépendantes des prix des matières premières et leur prospérité finit par être déterminée par le prix auquel elles peuvent vendre un baril de pétrole. La diversification est donc le mot d'ordre et il y a deux façons d'y parvenir. Augmenter le capital ou accroître la productivité du travail. Si l'on examine les pays riches en pétrole, qui sont devenus des échecs économiques, comme le Venezuela, on constate souvent que les gouvernements ont été tentés d'utiliser les recettes pétrolières pour augmenter immédiatement le niveau de vie de leur population par le biais de généreux plans d'aide sociale sans discernement. Cela peut être très tentant, surtout si le pays est très pauvre, mais cela ne résout aucun des problèmes économiques sous-jacents qui découlent de la richesse en ressources naturelles. Bien sûr, vous savez que je dois parler de la Norvège. De tous les pays du monde, la Norvège est le meilleur exemple de la parfaite utilisation des richesses générées par les ressources naturelles. Avant de découvrir le pétrole, l'économie norvégienne était relativement petite et principalement axée sur la pêche et l'industrie légère. Mais elle a ensuite découvert d'importants gisements d'or noir. Les contraintes en matière de capital et de main-d'œuvre étaient assez strictes. La population était convenablement éduquée, mais restait très réduite, et le pays ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour rivaliser avec les grandes puissances européennes dans la plupart des domaines de l'industrie ou des services. La découverte du pétrole a augmenté les limites foncières, ce qui a eu pour effet d'évincer les industries traditionnelles, de sorte que le défi a consisté à accroître les secteurs du capital et de la main-d'œuvre pour compenser. Le moyen le plus simple d'y parvenir était de placer dans un fonds souverain l'argent qu'elle recevait de sa compagnie pétrolière d'État et de ses droits pétroliers. Aujourd'hui, la Norvège possède le plus grand fonds souverain du monde, avec plus de 1200 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit environ 250 000 dollars par citoyen norvégien. Le capital investi reste du capital. Il ne s'agit pas du type de capital auquel pensent la plupart des économistes, à savoir les grosses machines dans les usines, les ports à conteneurs et ce genre de choses. Mais il s'agit toujours de capital, et il augmente la production de la Norvège via de forts retours sur investissement. Ce qui est vraiment génial, c'est que cet argent est ensuite utilisé pour financer toute une série de services sociaux, avec l'éducation au premier rang. Des personnes mieux éduquées contribuent davantage à la productivité du travail. C'est donc ainsi que la Norvège a amélioré ses limites en matière de capital et de travail. Aujourd'hui, cette dernière tire encore beaucoup de revenus du pétrole. Mais elle tire également des revenus de son fonds souverain, en plus d'un certain nombre d'industries de haute technologie comme son centre administratif de l'une des plus grandes flottes de marine marchande au monde. Mais ce qui a fonctionné pour la Norvège ne fonctionnera pas dans les Émirats arabes unis. Les États du Golfe ont tous leurs propres fonds souverains, mais ils ne sont pas gérés de la même manière que celui de la Norvège. Ils ne financent pas vraiment les services sociaux et ils ne sont pas très transparents quant à leur investissement et à leur mode de fonctionnement. Je ne vais pas prétendre que nous ignorons la raison de ces différences. La Norvège et les États du Golfe sont tous techniquement des monarchies, mais le roi de Norvège est presque uniquement un symbole, et le pays dispose d'un gouvernement démocratique stable qui est redevable de la volonté du peuple.
Les dirigeants des États du Golfe ne sont pas soumis à ces restrictions et peuvent donc prendre plus de liberté quant à l'affectation de l'argent de leurs fonds souverains. Nous ne connaissons pas les chiffres, mais ces fonds ne sont pas très transparents. Ils peuvent donc très bien avoir des rendements fantastiques, mais les investissements publics ont tendance à être plus tape à l'œil. Le projet NEOM, avec sa ville de 170 km de long, sera financé par une société de développement détenue à 100% par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, qui dispose de suffisamment d'argent pour faire de ce rêve une réalité, s'il s'engageait à fond dans le projet. Mais une fois de plus, on peut se demander pourquoi. Les rendus et visuels sont très jolis, mais la plupart des estimations indiquent que ce projet coûtera près de 1000 milliards de dollars et n'apportera aucune amélioration significative de la qualité de vie par rapport à une ville traditionnelle, qui pourrait être développée pour un dixième du coût. L'explication est simple. Un dictateur au cerveau limité veut un gros jouet brillant. Pour être honnête, cette explication est probablement exacte, mais accordons-lui le bénéfice du doute. Ce projet pourrait-il avoir un sens économique ? Pour évaluer correctement la situation, revenons à la frontière des possibilités de production. Les États du Golfe ont une population autochtone très réduite, et avant de vendre leur pétrole, ils disposaient également d'un capital très limité. En outre, leur territoire était essentiellement constitué de déserts inhospitaliers, de sorte que la frontière des possibilités de production était très limitée. Lorsqu'ils ont découvert du pétrole sur leur terre, la valeur de celle-ci a considérablement augmenté et elle contenait une source d'énergie très demandée. Mais les problèmes d'une petite main-d'œuvre non qualifiée et de ressources en capital limité subsistaient. La plupart des économies ont du mal à trouver suffisamment d'emplois pour les travailleurs. Et les États du Golfe ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs pour occuper tous les emplois que leur économie peut créer. Les pays ont pu contourner ces limitations en invitant les compagnies pétrolières étrangères à fournir leurs propres capitaux et leur propre main-d'œuvre. Mais ces compagnies n'étaient intéressées que par la production de pétrole, de sorte que si leur économie s'est développée, elle est devenue entièrement dépendante de cette seule ressource. Heureusement, les États du Golfe ont reçu des revenus pétroliers qui, comme nous l'avons appris, ne sont qu'une autre forme de capital. Malheureusement, quels que soient les investissements réalisés par les gouvernements dans les industries traditionnelles de leur pays, ils n'auraient jamais pu rivaliser avec la production pétrolière. Dubaï, avant le pétrole, était un port de pêche non industriel, et l'Arabie Saoudite était composée en grande partie de tribus nomades dont l'industrie touristique reposait presque exclusivement sur les pèlerinages des musulmans à la Mecque. Ces pays n'avaient pas d'industrie régulière qu'ils pouvaient développer pour concurrencer le pétrole, et ils ont donc dû les créer de toutes pièces. Aujourd'hui, comme le pétrole est très rentable, il n'y a pas beaucoup d'industries modernes qui peuvent lui faire concurrence de manière réaliste. Les principales industries norvégiennes en dehors du pétrole sont le transport maritime, le tourisme et les services administratifs. La finance sera difficile à vendre pour les États du Golfe, qui sont encore majoritairement musulmans, ce qui signifie que leurs banques ont des restrictions concernant la facturation ou l'octroi d'intérêts, qui sont considérés comme de l'usure selon les enseignements de l'islam. Ils disposent encore de grandes banques locales, mais compte tenu des limites imposées par la finance islamique, il leur sera très difficile de rivaliser avec les banques plus traditionnelles à l'échelle internationale. Ils ont investi massivement dans le transport maritime, mais au lieu d'expédier des conteneurs de marchandises sur les océans, ils transportent des êtres humains dans le ciel. Emirates, Qatar Airways et Etihad comptent parmi les plus grandes compagnies aériennes du monde, ce qui constitue un atout majeur pour ces économies pour de nombreuses raisons. Outre le prestige que ces compagnies aériennes apportent à leur pays d'origine, il s'agit d'une industrie qui ne nécessite pas beaucoup de main-d'œuvre et qui ne se préoccupe pas des terres. Ces compagnies aériennes emploient la majorité de leur main-d'œuvre en dehors de leur pays d'origine, ce qui signifie qu'elles ne puissent pas dans un réservoir limité de travailleurs à l'intérieur du pays lui-même. Elles contribuent également au développement de l'industrie du tourisme. Quels que soient les investissements réalisés par les États du Golfe dans leur ville, ils ne deviendront pas une destination touristique capable de rivaliser avec l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord ou l'Asie-Pacifique. L'environnement est trop chaud, et en dehors de quelques centres culturels très importants, il n'y a pas grand-chose à découvrir pour les touristes, à part des hôtels coûteux et des centres commerciaux, ce qui plaît à certaines personnes, mais la plupart d'entre eux recherchent quelque chose d'un peu plus satisfaisant et singulier lors de leur voyage. Mais ce n'est pas grave. Les offices du tourisme de ces pays le savent. Leurs villes sont suffisamment glamour pour divertir les gens pendant quelques jours tout au plus. Et cela fonctionne bien avec leurs compagnies aériennes qui déposent les touristes pour des escales sur le chemin de leur destination. L'Office du tourisme sait également que même des millions de visiteurs en escale 24 heures sur 24 chaque année ne remplaceront pas l'industrie pétrolière. Mais ce n'est pas grave, car les touristes ne sont pas la cible principale de ces projets. Ce sont les entreprises qui le sont. Les Émirats arabes unis, en particulier, ont mis en place des mesures d'incitation assez généreuses pour encourager les entreprises à s'établir dans le pays.
Les entreprises amènent des travailleurs et les travailleurs dépensent de l'argent dans l'économie locale pour tout, du logement à la restauration rapide. Mais ces incitations fiscales ne suffisent pas à attirer le type d'entreprise que les États du Golfe souhaitent voir s'implanter dans une région du monde que la plupart des gens associent à l'instabilité et à la guerre, même si cette évaluation n'est pas tout à fait juste. Les entreprises doivent d'abord s'assurer qu'elles peuvent gagner de l'argent avant que des taux d'imposition peu élevés ne prennent tout leur sens, et c'est là que ces méga-projets entrent en jeu. La construction d'un projet comme le Palm Jumeirah a nécessité la coopération de centaines d'entreprises et de millions de travailleurs. Même une fois le projet achevé, des chaînes hôtelières internationales, des sociétés de promotion immobilière, des cabinets d'avocats, des paysagistes et tout ce qu'il y a entre deux sont nécessaires pour que ces projets restent de classe mondiale. Cela crée une industrie qui, tout comme le pétrole, vaut la peine pour les entreprises d'importer leurs capitaux et leur main-d'œuvre dans le pays afin d'en tirer profit. Une fois les grandes entreprises établies, de plus petites entreprises de services peuvent se former autour d'elles. Et très rapidement, le pays peut développer un écosystème commercial dynamique là où il n'y avait auparavant que du sable. Les grands projets et la promesse de projets encore plus importants à l'avenir sont un moyen très efficace d'inciter les entreprises à installer des bureaux qu'elles continueront, espérons-le, à exploiter longtemps après la fin de l'exploitation pétrolière. Il suffit de regarder des endroits comme Singapour et anciennement Hong Kong pour voir que le simple fait d'être un endroit de choix pour les affaires peut être très lucratif. Une fois que cette masse critique d'activité commerciale est établie, les Émirats auront beaucoup à gagner. Les économies aériennes internationales et les aéroports de classe mondiale permettent aux voyageurs d'affaires d'Europe, d'Amérique et d'Asie de se rendre facilement dans un lieu central et passionnant. Les faibles taux d'imposition seront toujours populaires, sans oublier la question de la main-d'œuvre bon marché. La population des Émirats arabes unis s'élève à un peu moins de 9,5 millions d'habitants, soit une augmentation d'environ 9,5 millions d'habitants par rapport à la découverte du pétrole à la fin des années 1950. Auparavant, la population des Émirats était inférieure à 200 000 habitants. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui vivent et travaillent dans le pays sont des expatriés. Beaucoup de ces expatriés sont des travailleurs qualifiés venus gérer les entreprises qui profitent de la ruée vers l'or du pétrole et du développement du pays. Cependant, la majorité d'entre eux sont des travailleurs non qualifiés qui gagnent très peu d'argent et travaillent dans des conditions épouvantables, ce qui signifie qu'ils sont en fait piégés dans le pays pour une durée indéterminée. Dans la mesure du possible, j'essaie de m'en tenir à une macroéconomie froide. Ainsi, cette source de main-d'œuvre bon marché est peut-être un excellent moyen de mener à bien ces projets sans dépenser beaucoup d'argent pour que les travailleurs soient traités humainement. Si ces États du Golfe parviennent à se transformer en Singapour du Moyen-Orient, je suis certain que ces travailleurs seront tranquillement renvoyés chez eux et que l'image dorée des paillettes et du glamour restera intacte. J'espère seulement qu'un nombre suffisant de personnes seront sensibilisées à cette question et s'en préoccuperont suffisamment pour que les entreprises aient du mal à s'implanter dans ces pays en raison de la mauvaise presse que cela leur vaudrait et ce qui, je l'espère, les obligera à interdire totalement cette pratique. Malheureusement, pour l'instant, la plupart des gens ne semblent pas conscients de ce problème, ou ne s'en préoccupent pas suffisamment pour qu'il soit possible d'apporter des changements significatifs. Il est maintenant temps de placer les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar dans le classement de l'économie expliquée. En commençant comme toujours par la taille, les Émirats arabes unis ont un PIB de 358 milliards de dollars, ce qui leur donne un 6 sur 10. L'Arabie saoudite a un PIB de 700 milliards de dollars, ce qui lui donne un 8 sur 10, et le Qatar a un PIB de 146 milliards de dollars, ce qui lui donne un 5 sur 10. Le PIB par habitant est décent dans tous ces pays, grâce à la richesse pétrolière et à l'essor de la construction qu'ils ont connu au cours des dernières décennies. Il est décent mais pas excellent, car une grande partie de cette richesse est statistiquement répartie entre de vastes populations importées. Les Émirats arabes unis ont un PIB par habitant de 36 000 dollars, ce qui leur donne une note de 7 sur 10. L'Arabie saoudite a un PIB par habitant de 23 000 dollars, ce qui lui donne un 6 sur 10. Et le Qatar a un PIB par habitant de 61 000 dollars, ce qui lui donne un 8 sur 10. La stabilité et la confiance sont des éléments intéressants à prendre en compte pour ces pays. Le succès de leur plan visant à attirer les entreprises dépendra principalement du fait que ces dernières pensent être dans un endroit sûr et stable, où il fait bon vivre et travailler. Mais le fait d'être encore largement lié au prix du pétrole et d'être gouverné par des monarques non élus donne aux Émirats arabes unis et au Qatar une note de 5 sur 10 et à l'Arabie saoudite une note de 4 sur 10, en raison d'une multitude de controverses internationales. La croissance n'a jamais été aussi spectaculaire qu'on pourrait le croire.
Ces pays ont eu une croissance du PIB essentiellement stagnante au cours de la dernière décennie, malgré d'énormes mesures de relance et les revenus du pétrole. Le Qatar et l'Arabie Saoudite obtiennent un 3 sur 10. Mais l'histoire est légèrement plus positive pour les Émirats Arabes Unis qui obtiennent un 5 sur 10. Enfin, en ce qui concerne l'industrie, il est évident que l'industrie pétrolière dans tous ces pays est énorme, que le tourisme est un petit bonus et que les entreprises de services se sentent chez elles. Mais tout cela dépend en fin de compte de l'industrie pétrolière pour le moment. Si ces industries deviennent autosuffisantes, ces notes s'amélioreront considérablement. Mais pour l'instant, tous ces pays obtiennent un 6 sur 10. Au total, les Émirats Arabes Unis obtiennent une note moyenne de 5,8, le Qatar une note moyenne de 5,4 et l'Arabie Saoudite une note moyenne de 5,4 sur 10. Maintenant, si quelqu'un peut me recommander une compagnie aérienne qui vole vers l'Europe sans escale dans le Golfe, je lui en serais très reconnaissant. Merci d'avoir regardé. Ciao.